L'Iran semble jouer le tout pour le tout. Israël, bien sûr, mais aussi les Émirats, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Irak et même le sultanat d'Oman. Depuis samedi, les frappes en représailles à l'offensive israélo-américaine surprennent par leur ampleur. Les forces armées de la République islamique d'Iran agissent avec force pour détruire les bases ennemies. Nous continuerons à agir et à contrecarrer nos ennemis, comme toujours. Une réplique tous azimuts qui donne l'impression que Téhéran n'a plus grand-chose à perdre. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution et jusqu'à Ali Khamenei, le guide suprême. En 2 jours, c'est toute la hiérarchie du pouvoir iranien qui a été décapitée. Une opération israélo-américaine qui crée la désolation chez certains Iraniens. Regardez de l'extérieur les attaques des États-Unis menées par Trump et Netanyahou accusés de crimes de guerre partout dans le monde, ça me rend vraiment triste. Pour d'autres, c'est une chance historique. L'espoir pour le futur de l'Iran, c'est un changement de régime. Et alors, nous serons libres. Après 47 ans, on va être libres, enfin. Le régime affaibli, Donald Trump table justement sur une reprise des manifestations d'opposants. Jusqu'ici réprimé dans le sang, il espère que le mouvement mettra fin au règne des mollahs. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. Alors, les mollahs peuvent-ils tenir encore longtemps? Donald Trump et Benyamin Netanyahou réussiront-ils à changer le régime en Iran? Nos 3 invités, Shirin Ardakhani, bonsoir. Vous êtes avocate franco-iranienne, présidente de l'association Iran Justice qui documente les crimes de l'État iranien. Vous êtes l'avocate de plusieurs dissidents politiques, dont le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. Et selon vous, les Iraniens sont évidemment contents que l'un des plus grands criminels contre l'humanité soit mort. En l'occurrence, il s'agit d'Ali Khamenei. Mais des Khamenei, ajoutez-vous, il y en a partout dans le pays, dans chaque mosquée. À côté de vous, Tara Varma, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la prospective stratégique au German Marshall Fund. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine. Et selon vous, Donald Trump a pris un gros risque électoral avec cette opération conjointe avec Israël de samedi dernier et qui continue parce qu'une partie importante de la base MAGA est constituée de vétérans d'Irak et d'Afghanistan qui ne veulent plus entendre parler d'aventure ou d'aventurisme militaire. Et à côté de vous, enfin, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris. Dernier essai, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. Et selon vous, Frédéric Ancel, les manifestants sont désarmés. Pour que le régime chute, il faudrait qu'au moins une partie de l'armée régulière iranienne bascule du côté des militants et des manifestants pacifistes. Une question, Shirin Ardakhani, puisque vous avez de la famille en Iran, votre père et d'autres membres de votre famille et beaucoup de proches, est-ce que vous avez des nouvelles d'eux depuis samedi ? Alors, tout dépend d'où il se trouve sur le territoire. Donc, en l'occurrence, ma famille qui est dans le sud, dans le Khouzestan, il y a une très mauvaise connectivité Internet, donc je n'en ai pas. Donc, ça fait 48 heures que je ne sais pas si mes proches sont en vie ou s'ils sont morts, mais ça commence à devenir malheureusement une habitude. Et enfin, ceux qui sont à Téhéran, je les ai, et eux me disent que c'est épouvantable et que c'est plus terrible encore que la guerre des 12 jours à l'époque. Merci Shirin Ardakhani. Le chiffre du jour, oui, Benjamin. c'est 3 comme le triumvirat chargé d'assurer la transition en Iran après la mort d'Ali Khamenei. On le voit sur cette photo. Au centre, le président iranien, puis le chef du pouvoir judiciaire à gauche et le dignitaire religieux Ali Reza Arafi, juriste et membre du Conseil des gardiens de la Révolution, dont le nom circule d'ailleurs pour remplacer le guide suprême qui a été tué. Tous les dirigeants peuvent-ils être remplacés comme cela du jour au lendemain? Frédéric Ancel, c'est une hydre sans fin. Oui, ils peuvent être remplacés, mais remplacés par qui? Par des gens qui disposent d'une aura aussi importante, qui disposent ou qui entretiennent un esprit aussi stratégique que le défunt, quelqu'un qui est capable de fédérer aussi bien que lui. Non, c'est pas évident. Et je vais vous donner un seul exemple, mais qui est très proche de ce dont nous parlons aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, les Israéliens éliminent Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, donc le principal proxy. Oui, c'est ça. Et depuis,
Au Liban. Au Liban, bien sûr. Et depuis, le Hezbollah est quasiment par terre. Et il ne l'est pas seulement pour des raisons militaires, techniques, tactiques, il l'est aussi parce que ce chef était très important, notamment sur le plan stratégique. C'est la raison pour laquelle l'élimination de Khamenei hier, malgré tout, d'une façon ou d'une autre, marque un affaiblissement du régime. Ouais. Shirin Artakani, quand même, on se demande s'ils ont encore les moyens de se rassembler, de se réorganiser. Ce pouvoir, tout de même, ils ont été frappés au cœur, là, non? Est-ce qu'il y a encore la capacité de ce régime de s'organiser, d'exister? Écoutez, moi je ne suis pas géopolitologue, par contre ce que je sais c'est que la République islamique d'Iran c'est un système. C'est un régime totalisant qui est militarisé et donc en fait c'est une bureaucratie totalitaire. Et donc le fait que vous décapitiez en fait la tête ne veut absolument pas dire que en fait cette administration là elle est pas là. Et d'ailleurs je vois bien que là l'embrasement parce qu'à l'heure où on se parle il y a un embrasement régional et on est en train de, quand je dis on, c'est le régime iranien, il est en train d'envoyer des missiles à peu près à l'aveugle partout sur ses voisins. Donc il y a bien quelqu'un qui est dans la chaîne de commandement. La question c'est qui? Mais au fond, peu importe. Tant qu'il y a encore un seul gardien de la révolution pour lancer des missiles, c'est d'ailleurs ce qu'a dit, je crois, un de leurs chefs tout à l'heure, nous nous battrons jusqu'au bout. Ce sont des martyrs. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont idéologisés. Et donc ce sont des gens qui estiment qu'ils sont là pour défendre la révolution islamique dans le monde. Donc vous n'arriverez pas en fait, à les faire capituler, sauf, eh bien, à ce que, eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, tant qu'il en restera un, eh bien, les missiles continueront de pleuvoir dans la région. Tara Varma, cette obstination féroce, elle avait été anticipée par Donald Trump et le petit cercle autour de lui. L'obstination féroce du régime iranien? À résister, à survivre? Pas tellement, à vrai dire. Je pense qu'il s'est lancé dans cette aventure en espérant qu'il arriverait à réitérer ce qu'il a réussi, entre guillemets, avec l'opération au Venezuela en janvier. C'est-à-dire une destitution très rapide, en l'espace de même pas 24 heures, du principal dirigeant du Venezuela, Nicolas Maduro, qu'il avait identifié comme une cible dont il voulait se débarrasser. De la même manière, il voulait se débarrasser aussi d'Ali Khamenei depuis longtemps. Ça, ce sont des lignes de fond, vraiment des trames de fond sur lesquelles Trump a des obsessions depuis son premier mandat. Venezuela, Iran, c'est pas juste une décision qu'il a prise du jour au lendemain. En revanche, Trump, il mène une politique étrangère personnalisée, erratique et très opportuniste. Et il s'est associé aux frappes israéliennes en juin 2025, quand il a vu qu'il pourrait s'emparer de la victoire et en fait en prendre totalement les bénéfices. Il a fait la même chose là. C'est quand même beaucoup de renseignements et d'activités militaires israéliennes dont il se préroge ensuite. Donc c'est assez... Voilà, il n'a pas embarqué des masses de soldats américains. Il a bien peur d'ailleurs que des soldats américains meurent sur place. Donc voilà, il a bien conscience qu'il saisit des opportunités. Mais Frédéric Ancel, on se rend compte quand même que l'Iran a des capacités militaires et balistiques encore importantes. On pensait qu'il avait été affecté par les dernières opérations, notamment du mois de juin. Et en fait, il a encore des missiles et beaucoup de drones. Oui, non, il avait été affecté, ce système. Simplement, entre-temps, plusieurs mois se sont écoulés et les chaînes de montage de missiles balistiques iraniens ont continué à fonctionner. Ça ne signifie pas qu'ils en ont autant ni d'aussi bons qu'avant juin 2025. Mais ça signifie que la capacité de nuisance balistique de l'Iran, elle existe toujours. Sauf que c'est la seule carte militaire dont dispose le régime. Alors, il y en aurait une autre, mais qui n'est pas militaire, c'est le terrorisme, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est l'arme du pauvre et du faible, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais il leur reste effectivement de quoi tenir. Peut-être quelques semaines après, ils n'auront plus de missiles à propulser. Shirin Artakani, le régime, ceux qui survivent, et ils sont nombreux, il y a eu une déclaration faite par eux aujourd'hui, comme quoi l'attaque conjointe américaine et israélienne est une déclaration de guerre à tous les musulmans. Mais écoutez, moi, en fait, pardon, ça m'intéresse pas tellement de commenter les déclarations de ce régime. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la voix des civils. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, ça emporte tout. Et là, vous voyez, le problème, c'est que, en fait, sur tous les plateaux, on va être amené à commenter les décisions géopolitiques des uns et des autres et des belligérants. Or, nul ne se préoccupe des civils. Or, là, moi, mon sujet, c'est les prisonniers politiques qui, en fait, sont livrés à eux-mêmes dans les prisons politiques de partout dans le pays. Et je le sais d'autant plus que le prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, est dans la prison de Zanjan, qui est proche de frappe, et à un moment on s'est même demandé si les prisonniers politiques n'étaient pas tous morts, donc c'est vraiment la double peine. Deuxièmement, c'est les 555 morts sous les décombres, et on ne sait pas combien il y a de Pasdaran, mais il y a quand même dedans des gens qui n'ont rien à voir avec... Vous rappelez qui sont les Pasdaran? Les Pasdaran, c'est les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution. Donc il y a quand même des civils qui meurent, il y a des civils qui meurent au Liban, il y a des civils qui meurent
en Israël, il y a des civils qui meurent partout. Donc moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on rappelle que les premières victimes des guerres, c'est quand même les civils, et que ces messieurs qui sont là à commenter, c'est-à-dire ceux qui la font, donc Khamenei n'est plus là, mais ses acolytes, Trump et Netanyahou, en réalité, c'est pas tellement, je crois, le sujet des humanistes. Et ceux que vous avez en ligne, justement, et ceux avec qui vous avez pu parler d'un temps, quel jugement porte-t-il sur cette attaque soudaine? Vous parlez des civils? Oui. Mais vous savez, les Iraniens, c'est pas une population homogène. Il y a évidemment des gens qui étaient au départ pour l'intervention. Mais on peut bien comprendre que 48 heures plus tard, quand vous êtes en fait en proie avec les murs de chez vous qui sont en train de trembler, que vous avez vu qu'il y a des hôpitaux qui ont été ciblés. Alors on peut venir me dire, bah oui, mais ce sont les médias d'État qui ont dit ça, d'accord. Mais qui aujourd'hui est en capacité de dire justement ce qui se passe, puisque nous n'avons pas accès aux informations. Et on a là des récits qui se recoupent dans plusieurs conflits, en Ukraine, aussi en Palestine. Et donc on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Qui va venir documenter les morts? Qui va venir dire combien de civils ont péri? Et donc on peut comprendre que les Iraniens, certains étaient pour les frappes. Aujourd'hui, je ne sais pas parce que je ne peux pas parler avec eux. Mais certains sont résolument contre. Et ceux qui sont contre aujourd'hui, eh ben en fait, personne n'est leur voix. Et on entend, encore une fois, non, parce que moi, je ne suis pas le porte-parole du peuple iranien. Moi, je suis juste une petite avocate qui dit respect du droit des gens de vivre. Non, mais votre analyse, quand même, juste, Frédéric Ancel, sur ce qui a été dit par le régime, sur c'est une attaque immense et inusitée contre tous les musulmans, est-ce que ça peut fédérer une forme de solidarité? Je n'y crois pas. C'est ce qu'essaye de faire l'Iran depuis 1979. Il faut rappeler que sur l'ensemble des musulmans dans le monde, un petit peu plus d'1,8 milliard de personnes, il y a environ 10% de chiites seulement. Et la majorité se trouve en Iran. Vous avez aussi vous en avez en Irak, et puis un petit peu ensuite au Liban, un tout petit peu en Syrie, en Afghanistan et au Pakistan. Je crois que j'ai fait vraiment le tour. Et donc là, l'une des stratégies fondamentales, qui d'ailleurs n'était pas stupide au départ, de la République islamique d'Iran, c'était de tenter de fédérer l'intégralité du monde musulman. Donc d'instrumentaliser systématiquement la question palestinienne, évidemment, mais de créer effectivement aussi les fameux proxys qu'on a évoqués tout à l'heure, à commencer par le Hezbollah. Or, on voit bien que les États arabes du Golfe ne s'en laissent pas compter, parce que certes, ils sont musulmans, mais dans l'immense majorité, ils sont sunnites, d'une part. D'autre part, ce ne sont pas des Perses, des Iraniens, ce sont des Arabes. Et là, vous avez un double clivage qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas en faveur de Téhéran. Alors, on se demande sur quoi peuvent déboucher ce type d'élimination, d'opération d'élimination ciblée. On va revenir en arrière. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, après l'ultimatum lancé à Saddam Hussein de quitter son pays. 3 ans plus tard, 2006, il est arrêté par les troupes américaines. Les Irakiens alors le jugent et organisent son exécution. Attention, les images sont difficiles. Tout s'est passé en moins de 25 minutes. 6 heures ce matin, dans une caserne de Kadmiya au nord de Bagdad, Saddam Hussein, les pieds entravés et les mains liées derrière le dos, est conduit dans la salle d'exécution. Vêtu d'un manteau noir, l'ancien Raïs semble calme et soumis. Il ne tremble pas, refuse la cagoule que lui tendent les gardiens. Rapidement, il dit la profession de foi des musulmans. Puis des policiers vêtus en civil et portant des masques le placent sur une trappe et lui passent la corde autour du cou. Quelques minutes plus tard, le corps sans vie de Saddam Hussein est filmé enveloppé d'un linceul blanc. Tara Varma, on l'a vu, des éliminations de numéro 1 dans des pays comme Saddam Hussein ou Kadhafi ou même Maduro, vous en avez parlé, ça ne suffit pas à installer une démocratie à l'occidental. En quoi l'Iran présenterait pour Donald Trump une situation plus favorable à l'installation d'un régime démocratique? Est-ce qu'il pense que la population va le suivre comme ça dans cette initiative-là? Est-ce l'histoire ne l'enseigne pas? Alors Donald Trump s'intéresse assez peu à l'histoire et surtout ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a aucune préparation du jour d'après. On l'a aussi... Vraiment, vous pensez qu'il y va un peu à l'aveugle en quelque sorte? Tout à fait. Il espérait. En fait, il y va. C'est la méthode Coué avec Trump en permanence. Il pense que, en bénéficiant quand même de l'hégémonie économique et militaire américaine, il peut contraindre à la fois les alliés et les adversaires à faire ce qu'il souhaite lui. On le sait, l'histoire l'a montré. On parle de l'Irak et d'autres. Des bombardements aériens, ça ne suffit pas à produire un changement de régime. Il sous-estime aussi, à mon avis, le fait que la population iranienne pourrait se retourner contre les Américains. Peut-être que certains appelaient de leur vœu cette intervention. Par nationalisme ? Par nationalisme, et ça arrive souvent que l'agresseur, en fait, soit rejeté, évidemment, par les personnes qui sont dans le pays eux-mêmes. Et là, je pense que la deuxième chose qu'il sous-estime totalement, c'est des représailles asymétriques et décalées dans le temps qui pourraient venir. Alors, on le voit, le Hezbollah est déjà en train de réagir là, en ce moment même. L'Iran ne va pas, le régime iranien, plus exactement, ne va pas se laisser faire. Par du terrorisme aussi, vous dites ?
du terrorisme et des actions à travers des proxys. Je pense que, quand même, encore une fois, la promesse de Donald Trump, c'est que des soldats américains ne vont pas mourir sur place. Il y a déjà des soldats américains morts. Et il dit qu'il va faire effectivement des opérations éclairs pour lesquelles ils n'auront pas besoin d'amener des troupes au sol. Je pense que là aussi, c'est totalement illusoire. On a parlé de l'Irak. Si je pense à la Libye ou à l'Afghanistan, il y a un risque de mission creep, donc de l'enlisement militaire, qui est très fort et dont on ne sait absolument pas comment l'administration américaine aujourd'hui compte l'éviter. Vous allez réagir, mais on va évoquer avant, juste avec Anna, le fait que l'Iran misait sur le soutien militaire et idéologique de ses alliés régionaux. On fait le point et vous réagissez après. Oui, nous avons retrouvé une illustration de propagande datée de 2020 qui avait été publiée sur le site officiel du guide suprême iranien. Cette affiche, la voilà. Elle symbolise l'union des dirigeants et de ce que Téhéran appelle l'axe de la résistance contre Israël et les États-Unis. On y voit plusieurs personnalités politiques et religieuses, des Iraniens bien sûr, mais aussi des figures qui représentent les proxys de l'Iran, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, le Hamas et le djihad islamique. Tous sont en train de prier à Jérusalem, devant le dôme du Rocher, comme si Israël avait déjà disparu. Et d'ailleurs, on peut lire cette inscription en persan. « Si Dieu le veut, vous les jeunes, vous prierez à Jérusalem ». 6 ans plus tard, c'est intéressant de relire cette image en détail. Tout en bas à gauche, on voit Nicolas Maduro, l'ex-président du Venezuela, actuellement en prison aux États-Unis. Au centre, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, mort à la suite de l'attaque israélienne des Beepers, on en parlait tout à l'heure, à Beyrouth en 2024. À sa gauche, Ismaël Haniyeh, leader du Hamas, tué lui aussi dans une frappe israélienne à Téhéran la même année. Au 3e rang, Bachar al-Assad, exilé à Moscou depuis la chute du régime syrien, toujours en 2024. Et enfin, dans les nuages, se dessine le visage de Qassem Soleimani, général iranien de la brigade Al-Quds, mort en 2020 au cours d'une frappe américaine à Bagdad. C'était alors sous le premier mandat de Donald Trump. Frédéric Ancel, aujourd'hui, que reste-t-il de cet axe de la résistance et sur qui Téhéran peut-elle encore compter? Il n'en reste pratiquement rien et l'Iran ne peut certainement pas compter sur Moscou et Pékin. Je ne sais pas si on allait y venir, mais de toute façon, moi je vous le dis d'ores et déjà, parce que beaucoup d'observateurs, beaucoup trop paresseux, nous parlent depuis de très longues années d'un axe Moscou-Pékin-Téhéran. J'ai souvent entendu parler d'un axe Moscou-Pékin-Téhéran, Caracas. Tiens donc, en réalité, et bien sûr, et la Corée du Nord. En réalité, vous avez évidemment des accords économiques, commerciaux, diplomatiques, et c'est vrai que l'Iran vend des drones à la Russie, mais en réalité, il n'y a pas du pétrole, mais bien sûr, mais oui, mais tout cela ne correspond pas à quelque chose de décisif au moment M où 2 flottes entières américaines viennent pour détruire votre régime. Et juste un point, effectivement, pour réagir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ajoute un point important, me semble-t-il, Donald Trump n'est pas un néoconservateur. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à changer les régimes. Justement, est-ce qu'il ne veut pas se contenter justement d'un changement de régime avec juste des réformateurs au pouvoir, comme il le fait au Venezuela? Est-ce que ce n'est pas son objectif? C'est le nucléaire? C'est le nucléaire? C'est d'empêcher le nucléaire? Le nucléaire, et c'est la capacité balistique du régime. À partir de là, il est tout à fait prêt à négocier, même avec d'infâmes mollahs qui succéderont à celui qui vient de partir dans un monde meilleur hier. Et de ce point de vue-là, le cynisme, et je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit tout à l'heure, le cynisme de Trump, il est total. La population iranienne ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa variable principale de prise de décision. Vous voulez réagir? Oui, un petit mot. Non, mais je vais peut-être pas aller dans le sens du courant, mais c'était des criminels contre l'humanité là que nous avons vus là, et ils ont tué des milliers et des milliers de civils, mais ils ont tous été exécutés extrajudiciairement. C'est-à-dire qu'en fait, poser la question du droit international. Je pose la question de, en fait, on a vu Saddam Hussein qui a été pendu par la justice de son pays. Alors moi, je suis évidemment défavorable à la peine de mort, mais il a été jugé pour les crimes qu'il a commis et il a tué en fait sa propre population, mais il a été jugé par elle. Aucun, quasiment ou presque, de ces criminels contre l'humanité et criminels de guerre n'a été un jour jugé. Est-ce que c'est une préoccupation des Iraniens, aujourd'hui, au regard des cris de joie qu'on a entendus par les Iraniens, mais par contre, je crois que collectivement, la communauté internationale, aujourd'hui, elle paye aussi le fait que pendant une dizaine d'années, on n'a respecté aucune règle et il n'y a eu aucune sanction quand les règles n'ont pas été respectées. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est le parti des brutes qui règne, et qu'il n'y a plus de règles, et qu'on peut frapper n'importe où sans qu'il n'y ait de sanctions. Donc moi, je me désole aussi bien que les criminels de guerre et contre l'humanité que sont Khamenei et ses sbires aient pu sévir, mais je me désole aussi qu'on ait laissé entériner pendant des années et des années une situation chaotique qui nous amène aujourd'hui au désastre que toutes les populations civiles du Moyen-Orient connaissent. Alors, puisque vous parlez de droit international, voilà, l'ONU est inaudible, il faut bien le dire, même si son patron, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'évertue à rappeler les règles qui semblent aujourd'hui d'un autre temps. Écoutez.
Article 2 of the Charter clearly states, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. Tara Verma, on pourrait aussi lui opposer que le droit international aujourd'hui ne protège plus les tyrans et que c'est une bonne nouvelle pour les populations, non? Est-ce que pendant trop longtemps il a été protecteur? Est-ce que parce que peuvent se dire les Iraniens notamment? Alors moi je prendrais le sujet dans l'autre sens, parce que comme on est sur la légalité de la guerre, je pense que ce qui compte, et je peux parler de la perspective américaine, oui. L'opération qui est conduite par les États-Unis aujourd'hui, donc elle viole le droit international, elle viole la Charte des Nations Unies et elle viole surtout la Constitution américaine. Dans la Constitution... Sans approbation. Par Donald Trump, sans approbation. Le Congrès. Spéciale, quand même. Mais en fait, c'est une opération spéciale. C'est quand même des termes qui sont utilisés par le Kremlin pour son invasion de l'Ukraine. On est quand même sur une dimension, les États-Unis qui sont censés faire respecter cet ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils utilisent des termes identiques à ceux du Kremlin. Je trouve que c'est assez terrorisant. Et par ailleurs, à l'intérieur même des États-Unis, les gens contestent en fait cette décision trumpienne. Et donc là, on voit qu'on avance effectivement vers non seulement un non-respect, mais une violation très claire du droit international et du droit national. Frédéric Ancel ? Oui, alors on est dans l'injonction contradictoire, mais comme toujours, hein, je rejoins évidemment ce qui a été dit au strict sens du droit international, moyennant quoi l'Iran, et c'est ce que beaucoup opposent au régime islamique, beaucoup y compris à l'ONU, ne respectaient pas le droit international concernant le fameux dossier nucléaire, puisque l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc, alors là c'est ni MAGA ni le Likoud, hein, là c'est vraiment une agence onusienne, tout ce qu'il y a de plus onusien depuis 2002. Pointe le doigt sur la capacité progressive, potentielle de l'Iran qui mentait systématiquement, je parle évidemment du régime, quant à sa capacité nucléaire. Or, le traité de non-prolifération de 68, il existe toujours, il n'a jamais été officiellement transgressé et il procède aussi du droit international. Chérine Ardakani, Emmanuel Macron a déclaré samedi que la France n'avait été ni prévenue ni impliquée. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus voix au chapitre au Moyen-Orient ? Écoutez, encore une fois, moi comme avocate, je me tourne vers mes dirigeants parce que je n'attends rien de Netanyahou, je n'attends rien de Donald Trump. Je pense que ces hommes-là ne nous conduisent que vers l'abîme. Par contre, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est qu'il appelle au respect des institutions internationales. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le cadre multilatéral qui est là, en fait, pour garantir la paix et la sécurité mondiale, c'est encore le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand bien même il y aurait un veto chinois et un veto russe, eh bien qu'à cela ne tienne, qu'on fasse vivre le débat dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et si aujourd'hui l'ONU elle est inaudible, c'est aussi parce que les États-Unis ont retiré pendant très longtemps les financements et qu'il y a des juges de la Cour pénale internationale qui sont sous sanction. Donc l'ONU, elle ne s'est pas affaissée non plus toute seule. Et Tara Verma, est-ce que cette opération ne peut pas donner aussi un peu d'espoir à l'opposition en Iran, quelque part? Est-ce que c'est ce que dit Donald Trump? Alors certains le disent de manière un peu naïve, de manière un peu incantatoire, mais tout de même, est-ce que ça peut permettre à l'opposition iranienne de s'organiser? Ça dépend des développements des prochains jours. En fait, là, on est quand même dans une situation de guerre totale. Je ne sais pas si l'opposition iranienne peut s'organiser dans ces conditions. Et surtout, je ne sais pas combien de temps Donald Trump va décider de rester en Iran. On sait aussi qu'il peut se détourner de ce sujet. Il avait promis aux Iraniens il y a quelques semaines qu'il allait intervenir et il les a encouragés à descendre dans les rues, quand même à se confronter aux mollahs et à la dictature théocratique de leur pays. Et il y a eu 30 000 morts. C'est les mollahs qui ont tué leur peuple, mais c'est quand même Donald Trump. Les gens sont sortis parce que Donald Trump leur a promis qu'il viendrait. On le voit se détourner de sujet très rapidement et il ne veut pas d'un bourbier militaire dans lequel les États-Unis resteraient embarqués. Parce qu'il y a des élections à mi-mandat dans 9 mois. Tout à fait. Merci infiniment à vous trois d'être venus débattre de cette question ici ce soir.